Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous à notre mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles du mois d'avril 2025. Alors, je salue les gens qui nous regardent en direct sur Zoom ou en reprise sur YouTube. Alors, je vous indique que si vous avez des questions en cours de route, notre collègue Hugo va vous donner la parole. Vous avez à lever la main en ligne, puis on vous donnera la parole. On entendra, n'est-ce pas Hugo, vos questions dans la salle et je vous répondrai. Lorsqu'il y aura des gens qui poseront des questions dans la salle, je vais également répéter les questions au bénéfice des gens qui sont à distance en direct présentement. Je me regarde dans ma chaîne qui est là. Alors, les autres, les gens de la salle, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors, je remarque qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois. Alors, je me présente et je présente le concept de la soirée. Je m'appelle Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Je suis accompagné des autres membres du conseil d'administration. Alors, entre autres, ici, là, à la technique, Hugo Chouinard. On a Denis Paul à l'arrière, notre vice-président. Francine Trudel, qui était à la table, notre secrétaire, avec notre trésorière, Lucie Roy, qui est assise en avant, avec Michel Turcotte, qui est aussi directeur, administrateur, ou je ne sais pas quoi, administrateur, on dit ça de même, de la Société d'histoire. Et Bernard Poirier, qui est ici, devant moi également. Alors, qui a vendu des cartes de membres aux gens pour qu'ils viennent se présenter ici ce soir. Ça me donne un peu de pression. Alors, je vous explique le concept des mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. Ça a débuté en 2009, alors que j'étais devenu président de la Société d'histoire pas longtemps auparavant. Là, je ne me souviens pas en 2008 ou en 2007. Quand c'est des dates trop récentes, je ne suis pas très, très bon. Moi, je suis bon dans les vieilles dates. Et à ce moment-là, je trouvais que nos réunions du conseil d'administration dégénéraient régulièrement avec des gens qui disaient « Oui, mais moi, j'habitais mon grand-père, puis là, la maison, là, je perdais le contrôle de la réunion. » Alors, je me suis dit « Pourquoi ne pas utiliser cette énergie afin d'en faire des soirées de discussion plus qu'une conférence? » Une conférence, c'est bien plaisant où il y a une personne qui parle en avant, blablabla. Mais la possibilité d'échanger, de rajouter, de raconter des anecdotes, on vous donne la parole. Je vous dis souvent là, que vous en savez généralement plus que moi. Il ne faut pas se gêner pour en rajouter dans la soirée. En tout cas, je ne veux pas voler des punchs, là, mais je sais qu'on va entendre parler au moins en fait, de personnes qui sont dans vos familles. Il y a au moins 2 personnes dans la salle ici ce soir. Là. Alors, donc, on va parler de vous autres, de vos familles, sans que vous le sachiez tout de suite. Puis, en tout cas, ouais, je ne veux pas voler de punch tout de suite. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est comme ça que ça a commencé en 2009. Puis, on en fait 7 par année. Alors, octobre, novembre, décembre, février, mars, avril, mai. Puis, 7 par année depuis 2009, ça fait plus de 100. Alors, c'est plus de 100 mercredi de l'histoire, à peu près 108, 110. J'ai perdu le compte là, avec précision. Puis, tout du contenu original, tout animé par moi, sauf une fois ou 2. En tout cas, une fois, le 5 décembre 2012, j'étais en train de... J'étais en train d'accoucher. J'accouchais. Un soir, j'accouchais. Fait que, je sais pas... Je participais. J'avais des cordons à couper, des enfants d'envers. C'est ça. Puis une autre fois où Denis, ici présent, avait animé également le mercredi de l'histoire. Alors, 2 fois, voilà, depuis 2009. Alors, on est originaux, on ne fait que de l'histoire locale. Ça tombe bien parce qu'on a un immense territoire à la Haute-Saint-Charles, hein, de la montagne à Bonhomme jusqu'à quasiment au lac de l'Age, en passant par Loretteville, le tour de Neuchâtel, Saint-Émile, alors les anciennes villes, le Château-d'Eau, Val-Saint-Michel, etc., etc., tous des territoires qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Haute-Saint-Charles. Puis, depuis une couple d'années, on s'est dit il faut sortir du centre-ville de Loretteville, qui est le cœur institutionnel, avec l'église au départ, la municipalité, les commerces, tout ça. Ben, c'est pour ça qu'on sort
Là, on n'est pas sorti à soir, mais je vais vous faire sortir dans vos têtes. Alors, on sort de notre cœur. On est allé à Saint-Émile pour le 100e de la paroisse il y a quelques mois. On dit ça, il y a 2 mois, on va dire ça. On est allé finir la saison l'année dernière dans l'église de Val-Bélair, à Saint-Gérard-Majella. Puis là, on est à Val-Saint-Michel. D'accord? Je sépare les 3 mots, là, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Alors, il ne faut pas se gêner. Société d'histoire, si tu as des questions, tu lèves la main, puis tu rajoutes des affaires que je ne savais pas ou que je fais semblant de ne pas savoir. Ça m'arrive ici. Puis, à gang, on sait tout, puis on se partage de l'information. Là, j'ai beaucoup de pression parce qu'il y a plein de monde nouveau, des gens de Val-Saint-Michel, je crois bien, qui sont ici, puis là, ça me stresse un peu. En tout cas, je vais faire mon possible. Alors, on y va. Dans la vie, je suis prof de cégep en histoire dans la vraie vie. Là, je suis plus stressé devant vous autres que devant les étudiants. Alors, aux origines du nom Saint-Michel. Val, Saint-Michel. Saint-Michel, qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? Quelles sont les premières traces de l'utilisation de l'expression Saint-Michel dans l'histoire du territoire qui nous préoccupe? Alors, d'où aux origines de Val-Saint-Michel? On va avoir des réponses à ça. J'ai copié-collé ici un fichier de travail que tu ne verras peut-être pas très bien, parce que je vais te l'expliquer, tu vas comprendre. Des fois, j'ai des idées, puis j'ai fait un grand fichier Excel dans lequel j'ai rentré des informations générales sur l'ensemble des actes de concession de terre que les seigneurs de la seigneurie Saint-Gabriel, dans laquelle on se trouve, ont concédé des terres des origines jusqu'à 1800. Alors, j'ai fait une grande liste exhaustive avec la date, le nom de la personne à qui on concédait les terres, l'endroit où on la concédait. Là, tu ne vois pas, je n'ai pas rajouté de bout après, là, mais qui étaient les voisins de cette concession-là. Hein? Alors, j'ai fait un grand tableau Excel de ça. Puis là, je suis allé chercher dans mon tableau les premières fois où on évoque, où on indique le nom Saint-Michel, d'accord, dans les actes de concession. Juste pour te préciser, on est dans le système seigneurial. Les seigneurs de la seigneurie dans laquelle on vit ici, elle s'appelle la seigneurie Saint-Gabriel. Ce sont les pères jésuites, d'accord, les seigneurs. La seigneurie débute à la côte de l'aéroport, la route de l'aéroport, la côte, là, ça s'appelle de même. Et ça se termine au boulevard de la Colline. D'accord? Ça, c'est la seigneurie. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce territoire-là, entre ces 2 lignes est-ouest, ben, c'est des terres qui, progressivement, vont être concédées par les Jésuites. Les premières concédées par les Jésuites dans la côte route Saint-Michel, c'est en 1755. Alors, tu vois qu'à partir du 8 juillet 1755, on est avant la conquête, pour te situer. On est dans l'époque de la Nouvelle-France. On va concéder plusieurs terres, donc 8 juillet, 18 juillet, 19 juillet, 12 août 1756. Là, ça se continue comme ça. Toutes celles qu'on voit ici à l'avant, c'est des premières avec une qui est comme pas dans Saint-Michel. Ici, là, je n'ai pas découpé correctement. Là, il y en a dans Jean Langlois, Huron de Bissau de Nouvelle-Lorette, le long de la rivière Saint-Charles. C'est là, pas dans Saint-Michel. Mais toutes les autres sont dans la route Saint-Michel, la côte Saint-Michel, ou dans la côte et route Saint-Michel. Ça, pourquoi ça change? Concentre-toi. C'est à cause que c'est le notaire. C'est le notaire. Le notaire, lui, d'un notaire à l'autre, il change la place. Il change le nom de la place. Il faut tout leur dire au notaire. Tu sais, je veux dire, où c'est que tu vis? Moi, je vis dans la côte Saint-Michel. Ah ouais, moi, je vis dans la route Saint-Michel. Là, il y en a un qui était plus mêlé. Il disait, toi, tu vis dans ta paroisse Charlebourg, Seigneur Saint-Gabriel. Hein? Yous là-dedans, tu te demerderas. Tant pis pour toi. Alors, on indique, d'après le notaire qui change en cours de route, une étiquette différente pour le lieu. Et dans toutes ces premières terres concédées-là, ce qui vient nous chercher, c'est l'étiquette Saint-Michel. Alors, quand on va vivre au 20e siècle, quand on est né au 20e siècle,
je pense qu'il n'y a plus personne là, qui vient qui était né au 19e. Hein? On ne peut pas s'asseoir. Alors, quand on est né au 20e siècle à Val-Saint-Michel, ben, c'est un nom qu'on utilise depuis, aujourd'hui, on pourrait dire, laissez-moi pas me tromper, 250, 270 ans, hein, depuis 1755. Et ça, si on regarde géographiquement dans vos têtes, je ne l'ai pas mis à l'avant, là, mais les premières terres concédées étaient ici sur la rue Racine, qui s'appelait la Côte, ou la Route, ou la Côte et Route, du Grand Saint-Antoine. Hein? C'est devenu Grand Saint-Antoine. Au début, c'était juste Saint-Antoine, mais c'est devenu Grand Saint-Antoine quand il y a eu le petit de l'autre bord, la rivière. Hein? La rue Saint-Antoine et Saint-Antoine. Là, après ça, on est allé vers l'ouest, Saint-Claude. Tu me suis? Saint-Claude. Après ça, on est allé chez les Hurons, dans la terre des 40 arpents. Puis après ça, on est allé vers le nord. Un petit peu au nord. Saint-Michel. C'est là qu'on est rendu. D'accord? Alors, ça a été ça la progression. Entre-temps, il y a eu aussi, en descendant vers le sud, Lormière, Pincourt, tu me suis? Saint-Jacques, hein, dans le sud. Tous des noms qui reviennent aujourd'hui. Saint-Michel revient encore, il existe, c'est un nom qu'on connaît, on est ici pour ça ce soir. Donc, pourquoi est-ce que ces noms-là sont surlignés en jaune? C'est parce que ce sont des gens qui n'étaient pas des gens ordinaires. Je mets des guillemets. Qu'est-ce que être ordinaire? C'était des gens, en fait, qui faisaient partie d'une certaine aristocratie ou d'une certaine bourgeoisie locale. Je ne suis pas certain, et quand je dis local, c'est Ville de Québec, je ne suis pas certain que ces gens-là étaient tous des gens jaunes qui sont venus s'installer sur la terre, se construire une cabane, se faire une cheminée en bousillage dans leur cabane, dormir sur de la paille sur la terre, du terre. Ces gens-là possédaient la terre, seuls l'étaient vus concéder. Je ne pense pas qu'ils ont accompli leur mission première qui était de tenir feu et lieu. D'accord? Alors, éventuellement, d'autres vont la reprendre, la terre, et vont l'habiter. Par contre, les autres, comme tu vois, le 9 novembre 1758, Jacques-Charles Jobin, fils de Louis Jobin, ça ressemble plus à un nom de quelqu'un qui a vécu ici. OK? Alors, c'est Pierre Jobin, fils de Louis Jobin, il y a des chances que ça soit le frère de l'autre, etc. Jacques Bourbeau sont des noms qu'on va retrouver. Alors que Louis-Léonard de France, au maçon de Courville, non. D'accord? On voit là qu'il y avait comme une espèce de volonté de prendre des terres au nord et d'en faire je ne sais pas trop quoi. Et sachez, j'ai tapé H212, parce que j'enseigne dans un local qui s'appelle le H212, puis j'appelle mes étudiants H212. Sache, société d'histoire, que voisin de la seigneurie Saint-Gabriel, c'était la seigneurie de M. Duchesnay. D'accord? Alors lui, il va côtoyer ces personnes-là. C'est peut-être dans une tentative d'anoblir le Nord qu'on voit ces concessions. Bon, je me suis beaucoup trop étiré sur la première diapositive. Je t'annonce qu'on a jusqu'à 23 heures. J'ai ici un exemple d'un extrait de la concession qui était faite à Michel Bénard. Si je reviens antérieurement, tu vois Michel Bénard, ça n'est un genre d'aristocrate, c'est le deuxième. Là. Tu vois, le deuxième Michel Bénard. Je t'ai découpé un extrait de sa concession. Alors, tu sais, on dit en haut, là, à la terre de M. Gauthier, là, moi, ce que j'ai souligné, hein, au nord, d'est, à la ligne des routes Saint-Michel. Donc, dans l'acte de concession de 1755, dans le texte, on indique déjà à ce moment-là le nom Saint-Michel. Donc, on baptisait des rangs. Hein? Quand je dis côte et route, là, c'est un rang. Comprends-le comme un rang. D'accord? Mais on utilise beaucoup l'expression côte ou route dans les textes, pour vrai. Alors, on les baptise d'un nom de saint. Saint-Jacques, Sainte-Barbe, Saint-Martin, Sainte-Geneviève.
Saint-Antoine de l'Épidie, etc. On utilise des trucs comme ça. Puis souvent, on y associe, pas tout le temps, mais une étiquette plus locale. Comme Saint-Jacques, on appelle ça la misère dit Saint-Jacques. Lormière dit Sainte-Barbe. Saint-Martin dit Pincourt. D'accord? Saint-Claude dit de la longue queue. On appelait ça de même, on appelait ça de même. Ça, il faut essayer pas de chercher, s'il te plaît, alors, sinon, je te mets des tarifs. Oui. La seigneurie Saint-Gabriel, ça partait de la cour de l'aéroport jusqu'à, tu as dit, le boulevard de la colline. Oui. Et dans ce temps-là, autrement dit, c'est là qu'ils ont scindé, qu'ils ont mis Wendake au milieu. C'est quoi? Pas tout à fait. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Les Hurons sont arrivés dans la seigneurie Saint-Gabriel, dans la mission des Jésuites qu'ils avaient d'évangéliser. Ils sont arrivés à l'ancienne Lorette en 1673. Mais il y avait déjà des gens, des Euro-Québécois, qui habitaient certaines terres près de l'ancienne Lorette, et même ici, sur la rue Racine, donc dans le Grand Saint-Antoine. Et là, en 1697, les Jésuites, dans leur mission d'évangélisation, à l'intérieur de la seigneurie qu'ils possèdent, ils vont les déménager près de la chute ici, en 1697. Donc, en leur disant, ben, cette terre-là, vous pouvez l'occuper à l'intérieur de notre bien foncier, qui est la seigneurie Saint-Gabriel. On va être à la fois votre seigneur et votre missionnaire à l'intérieur de cette terre. C'était pas une réserve encore, c'était pas fait de gouvernement. Non, c'était à l'intérieur d'un territoire jésuite, d'abord et avant tout. Ça va évoluer avec le temps. Vous lirez le livre de Michel Lavoie qui s'intitule « C'est ma seigneurie que je réclame », qui aborde cette lutte-là des Hurons pour la possession de leur terre. Un texte super intéressant. Je leur dirai tantôt si vous voulez le retenir. Bon, alors, extrait de la concession à l'intérieur des terres, côte et route Saint-Michel. Voilà. Donc, c'était une preuve ici. C'est ce que parce que moi, en histoire, c'est des preuves. Hein? Moi, je suis dans une science. D'accord? Moi, je prouve. C'est ça. C'est pas de lien avec aucune actualité politique. Oh, on voit foncer, mais je vais t'éclairer, je suis là pour ça. On a une carte ici qui date de 1805. D'accord? Sur laquelle on voit deux points de repère super intéressants. Le premier, justement, il est ici. C'est une petite chapelle. C'est la chapelle Notre-Dame de Lorette, c'est-à-dire la chapelle de Wendake, la chapelle du village Huron, avec tout autour des maisons qui sont construites visiblement sans avoir fait un plan d'urbanisme de style Manhattan. D'accord? Des maisons qui sont un peu placées tout autour de la chapelle. Ça, c'est la chapelle Huron. On a ici une route et il y a une autre église ici. On est en 1805. L'autre église, on traverse la rue, concentre-toi, est en face de nous, ici, de l'autre côté. C'est l'église Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. La paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette a été créée en 1794. On s'en souvient? Puis, lorsqu'on a créé la paroisse, bien, on a rapidement érigé une église par la suite. Donc, deux points de repère sur cette carte-là. Wendake, la Racine de la Racine. Et tu ne le vois pas bien, là? Il y a d'autres points de repère. Quand on a l'œil, on s'en rend compte. Tu as ici un beau carré. C'est la réserve des 40 arpents. Hein, la terre des Hurons, qui avait été concédée aux Hurons en 1742. D'accord? Donc, on la repère facilement ici. À côté, ici, il y a des terres sur lesquelles c'est écrit Sainte-Claude. Et vis-à-vis du chemin ici, c'est écrit en dessous longue queue. Alors, comme je te disais tout à l'heure, Sainte-Claude dite de la longue queue. Voici l'indication. Juste au nord de ce territoire-là, on a les grands déserts. Qu'est-ce qu'était un désert à l'époque? C'était un endroit où on avait défriché. Donc, on avait coupé les arbres, donc on avait déserté. Pas comme dans l'armée, là, mais on avait déserté, on avait coupé des arbres. Donc, ça correspond aux terres autour de industriels.
Donc, au nord du boulevard industriel. D'accord? Et après ça, plus loin, ben, on va se retrouver dans les terres de Saint-Michel. D'accord? Là, on ne le voit pas sur cette carte-là, mais je voulais vraiment que tu remarques ça d'abord, mais aussi le chemin ici. Tu me suis là? On voit hein, le plus foncé. Ça, c'est un chemin menant, c'est ça qui est écrit sur la carte, chemin menant à la terre de Monsieur Planté. Monsieur Planté, qu'est-ce que ça mange en hiver? Monsieur Planté avait des terres, lui. C'était fait, c'est un ancien notaire, ou encore actif, je ne sais plus trop, qui s'était fait constituer des terres au nord, dans la seigneurie Saint-Gabriel. Bien plus au nord que le secteur habité. Tellement au nord que la rivière Jean-Cartier coupait dans ses terres. D'accord? Fait qu'on est au nord, pas pire. Puis, ben, lui, le grand drame de sa vie, c'était d'y aller. C'était de se rendre à ses terres. Hein? Je ne sais pas, toi, si tu as déjà marché dans la forêt boréale hein, pendant un beau matin de printemps, en avril, là, pour te rendre hein, à la rivière Jean-Cartier en passant par Pionze, en coupant dans le bois, pour pas déserter. Comme M. Planté, tu dirais sûrement il y a beaucoup trop d'arbres de plantés par-ci. Alors, moi, M. Planté s'est plaint aux Jésuites pendant des années, à partir à peu près de 1800 jusqu'à peu près en 1820, pour que les Jésuites financent la construction d'un chemin pour se rendre à ces terres. Parce qu'il disait, je ne paierai pas mes rentes seigneuriales. S'il n'y a pas de chemin pour me rendre à mes terres, ben, ça n'a pas de bon sens. Puis, dans toutes ces plaintes-là, les réponses que les Jésuites, et après 1800, c'est plus les Jésuites, mais c'est la commission de l'administration des biens des Jésuites, dans tous les échanges qu'on retrouve aux Archives nationales, magnifiquement, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un plan à un moment donné. OK? Alors, c'est ce plan-là que je te montre aujourd'hui. Pour t'y rendre, là, tu prends la rue Racine, là, tu montes la rue Cook. Oui. Après ça, tu tournes à gauche sur Industriel. Ici, là, tu vois, c'est le cordon des cheminots, le petit ballon. Oui, tu tournes à gauche ici. Là, après ça, tu pognes un bout de chemin qui est devenu Pion par autre. Parce que le bout de chemin de Pion, dans le bas, il n'existe pas. D'accord? Puis là, lui, c'est vers 1800. Il y a quelques terres de concédées au sud, mais pas beaucoup. Il n'y a pas grand monde là. Hein? À la fin du siècle, à la fin des années 1800, avec moi, Bernard, si je ne me trompe pas, c'était 15 familles. En 1891, il y avait 15 familles en 1891 qui vivaient sur Pion, avec une terre qui avait un front sur Pion. On s'entend, là. Hein? Ça ne fait pas une grande masse critique pour financer un chemin. Alors, M. Planté s'est plaint. Ça n'a pas donné grand-chose, finalement, mais ça nous a donné un plan pour la postérité. Hein? 220 ans plus tard, on peut admirer ce plan-là. Magnifique, d'ailleurs. Et il y a plein de documents en lien avec ça qu'on peut lire avec joie. Et plein de frustrations chez M. Planté en lien avec cette carte-là. Oui, Thomas Bédard. Maintenant, tu pousses sur ce que vous avez dit, on peut dire qu'il se plaint de s'être planté. Eh bien, je pense qu'il voulait faire un coup d'argent avec des terres dans le nord, mais ça a raté. Visiblement. C'est ça. Tentez-moi pas, là. Alors ici, là, je vais chronologiquement. On est dans un document seigneurial qui s'appelle le Censier. À ce moment-là, on est en 1869. Les seigneuries ont été abolies. Hein, le système seigneurial a été aboli par une loi du Parlement du Canada uni du 21 décembre 1854. Quand on abolit le système seigneurial, on crée les municipalités quelques semaines après, en janvier 1855. Et là, on fait le bilan, on va, écoute bien le lien, recenser la population sur les terres. On veut savoir qui sont les
censitaires et combien aussi ils payent de sens sur leur terre. Tu me suis? On est dans un champ lexical assez évident, là. Ouais. Alors, sens, censier, recensement, censitaire, concéder une terre, on dit parfois ascenser une terre. Bien, c'est dans ce contexte-là qu'en 1869, 15 ans après ou à peu près l'abolition du régime seigneurial, on fait un état de la situation. Parce que bien qu'on ait aboli le système seigneurial en 1855, on ne l'abolit pas vraiment. Parce qu'il y a un problème avec l'abolition du système seigneurial, c'est que les gens qui possèdent les seigneuries, ils veulent continuer à faire de l'argent avec ça. Hein? Comme dirait Richard Desjardins, all right, il y a une pièce à faire. Hein? C'est ça. Fin de citation. Alors, l'État qui abolit le système seigneurial va s'arranger pour continuer à compenser les seigneurs qui perdent pour eux autres leurs revenus. Il va proposer aux censitaires deux choix. Rachetez votre rente seigneuriale. C'est un gros montant d'argent, payez-le une fois, après c'est terminé. Personne ne le fait ou à peu près. Parce que personne n'a l'argent comptant pour racheter sa rente seigneuriale. Ou on dit, continuez à payer un petit montant à chaque année de sens et rente. Puis bien, ces sommes-là vont aller aux seigneurs qui ont perdu leur seigneurie et à leurs descendants. La dernière rente seigneuriale va être payée le 11 novembre 1940. D'accord? Alors, il y a des gens ici, je ne regarderai pas qui, là, mais qui étaient en vie lorsque la dernière rente seigneuriale a été payée. D'accord? C'est ça. Puis, ben, ça ne s'est pas terminé là parce qu'il y a eu des procès entre les descendants des anciens seigneurs et les descendants des censitaires jusque dans les années 80. D'accord? Fait qu'on a aboli le système seigneurial. Hein? C'est ça, c'est un principe, mais on ne veut pas faire perdre d'argent aux riches seigneurs. Donc, tout ça pour dire qu'on fait un état de situation. Je t'ai mis une page substantiée de Saint-Ambroise, donc du territoire de la paroisse et de la municipalité de Saint-Ambroise de la Gênes-Lorette, qui a remplacé les seigneuries en 1855 et qui couvre le territoire de Saint-Michel, tu le comprends bien. On dit entre autres à la première page, tu vois le 1 en haut à droite, du secteur Saint-Michel. Donc, dans Saint-Gabriel, à Saint-Ambroise ou la Gênes-Lorette, dans la concession Saint-Michel, ben, la première terre, c'est un monsieur Félix Gowen, je ne suis pas certain, qui en était le propriétaire. Il avait 3 arpents sur 30 arpents, une superficie de 90, 330. Ça avait été payé, ici, en 1869. Puis ici, le plupart, tu ne vois pas très bien, c'est écrit a acquis, détiennent et Paul, je pense, je ne suis pas certain, sa mort. Donc, ça indiquait que lui a acquis la terre d'un tel. C'est telle terre, fait telle. Ben, tout ça pour te dire qu'en 1869, le toponyme Saint-Michel était encore là. Bien sûr, malgré l'abolition du régime seigneurial. Il persiste, ce toponyme, dans le temps. On est vers 1873. Une des premières choses qu'on tente de faire après l'abolition du régime seigneurial, c'est de faire un état de la situation foncier et de prendre une photo du territoire en 1873. Ça prend 20 ans à gérer après l'abolition du régime seigneurial, et de faire une grande carte et de numéroter les 1521 lots occupés sur le territoire de la paroisse Saint-Ambroise de la Gênes-Lorette. 1521 terrains différents. D'accord? Et sur cette immense carte-là, qui est construite en 1873, eh bien, on numérote les lots et on indique sur le plan les anciens noms des anciennes concessions. D'accord? Et on voit ici, voilà, juste pour te situer, ici, là, c'est le haut, le nord du carré de la terre des 40 arpents, qui est dans le bas ici. Puis, juste au nord de la terre des 40 arpents, c'est indiqué première concession Saint-Michel, et à l'est, deuxième concession Saint-Michel. D'accord? Donc, tu as 2 concessions Saint-Michel, est, ouest, 1, 2.
avec des numéros de lot dans les 300 et dans les 400. Oui? Quand le censitaire, en dessous sur la thèse, qui voulait quitter, mais là, il n'est pas propriétaire de sa terre, il loue la terre. Donc, il ne fait pas vendre la terre. Avec l'arrivée de la municipalité en 1855, là, tu pouvais vendre la terre. Tu pouvais le faire aussi dans le système seigneurial. Mais tu avais une taxe à payer qui s'appelle les lots et ventes. Alors, il fallait que tu payes la taxe, comme un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui la taxe de bienvenue. Hein? On n'a rien inventé, là. Tu penses ça, toi? Oui, oui, je sais que tu sais qu'il y a deux seules certitudes dans la vie, mourir et les impôts. Hein? Mais ça fait bien longtemps qu'on sait ça. Alors, les censitaires avaient pensé à ça. On pouvait vendre, mais c'était, il y avait une compensation au seigneur qui gérait la vente, finalement. Et aujourd'hui, ben, quand on vend, il y a le paiement de la taxe de bienvenue, là, qui est le nom d'une personne, qui a inventé cette taxe. Donc, on pouvait vendre, mais on n'était pas réellement les propriétaires sous le régime seigneurial, mais on devenait réellement les propriétaires, même si on continue à payer une mini-rente seigneuriale jusqu'en 1940 avec l'arrivée des municipalités. Oui, Michel Turcotte? Oui, avec le projet de niveau, je suis en train de faire les 300 à 309 qui sont là. Alors, juste pour expliquer ce que Michel vient de dire, c'est qu'à la Société d'histoire, on est en train de faire sortir la liste de toutes les transactions foncières qui ont existé depuis 1873 dans l'ensemble des 1521 lots, et on a des équipes de bénévoles, de quoi 10-12 bénévoles, qui travaillent sur des lots en faisant sortir l'index aux immeubles qu'on appelle. Michel travaille dans les lots dans la concession Saint-Michel. 300, 309. 300, 309, on est dans le territoire. Donc, cette carte-là, je voulais que tu la vois pour que tu saches qu'on a conservé dans le cadastre, dans le registre foncier du Québec, l'expression Saint-Michel. On voit un peu aussi là, le tracé du chemin de fer, ainsi que le chemin ici. Là, tu ne le vois pas, mais moi je le sais, là, je vais te le dire. C'est écrit route de Monsieur Planté. Ah, encore en 1873, 75 ans ou à peu près, après qu'il se soit plaint du chemin, ben on utilisait encore le chemin Monsieur Planté. Là, tu vas te demander, je devine votre question, sinon je vais vous l'apprendre après. Je devine votre question. Quand est-ce qu'on a commencé à appeler ça Pionde? C'est ça? Non. Non. Je réponds, c'est Moi, je l'ai fait en bois. Quand tu avais tracé avec c'était en bois 1869-1873. Oui, le chemin à liste de bois. Puis là, après ça, ça va être remplacé par un chemin de fer. Oui, c'est pareil. Le pion. Pion! Alors, Pion, c'était qui? C'était un pape? Tu devais bien? Puis, c'est en 1933 qu'on va donner l'étiquette de Pion au chemin de M. Planté. Donc, ça va remplacer probablement l'expression chemin de M. Planté, même si, je l'ai vérifié dans la toponymie de la Ville de Québec, même si la toponymie de la Ville de Québec ne fait jamais mention de chemin de M. Planté. Comme quoi, nos autorités auraient des bénéfices à venir nous écouter pour corriger leurs pages Internet. Nous leur ferons la suggestion. Bien. Donc, 1873. Monsieur Savard. Oui. Pourquoi il y avait la voie ferrée de se faire en gros pour aller chercher du bois, pour alimenter la ville de Québec. Exact. Et aussi, en même temps, ça servait aussi pour la construction de la lave. Exact. Il faut oublier qu'à l'époque, la ville de Québec était très considérée comme un endroit très important au niveau. Absolument. Donc, on avait besoin de bois. Donc, on allait chercher ça vers Sainte-Catherine. Puis, on descendait ça en longeant ce qui est à peu près l'autoroute Henri IV aujourd'hui, jusqu'en ville. Donc, c'est le Québec-Gosford Railway. Donc, c'est le chemin à lisse de bois, qui n'a pas été un grand succès parce qu'à un moment donné, quand le train tombait, c'était difficile de faire monter le terrain sur des lisses en bois. On devait mettre du sable sur les rails pour qu'il monte, là, puis on a remplacé ça par un chemin de fer éventuellement. J'en reparlerai une autre fois. J'en ai déjà parlé aussi quelques fois. La prochaine. On a un petit plan ici, on ne voit pas super blanc, qui a été travaillé par, et je remercie publiquement Bernard Poirier, merci Bernard,
qui est le même plan que le cadastre que je vous ai montré il y a un instant. Mais ce qu'a fait Bernard, c'est qu'il a pris le recensement du Canada de 1891 et qui est allé chercher les noms des 15 familles dans le recensement et qui les a inscrits aux bons endroits avec le bon numéro de lot sur le plan. Alors, je ne suis pas capable de tous les voir, là, mais par exemple, ici, au nord, on a l'eau 313, Albert Savard. C'est ça. C'est pas grave avec vous. Ben oui, je savais que votre famille était ici ce soir. Alors, on a les noms qui sont inscrits comme ça, ici également. L'eau 286, FX, Falardeau. Donc, Bernard a fait ce travail-là de croiser 2 ou 3 informations. Le recensement du Canada de 1891, qui indique le monde qui habite sur le territoire, la carte du cadastre Saint-Ambroise de la Générette et les endroits où les gens vivent. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous la partager, j'imagine. Vous pourrez la consulter si ça vous intéresse. Sauf que là, on ne voit pas très, très bien. Mais il y avait donc 15 familles sur le territoire avec 72 personnes. C'est ça qui est indiqué en dessous d'abord, qui vivaient en 1891 dans Saint-Michel. 72 personnes. D'accord? C'est pas beaucoup. En complément d'information, Bernard. Il faut dire qu'entre industriel et Sainte-Geneviève, il n'y avait personne. Donc, entre industriel et Sainte-Geneviève, il n'y avait personne dans le bas. Là. Donc, il n'y avait pas encore des gens qui vivaient en bas à ce moment-là. Donc, ça va arriver plus tard, là, mais pas à cette époque-là. Bonne précision. Il y avait Denis, ensuite, monsieur. Oui, Denis? En haut des 40 arpents. Oui. C'est ça. Il faut savoir aussi que dans Val-Bélair, on couvre 2 seigneuries. Hein. Bélair est à l'ouest, avec l'église, de la route de l'aéroport. Donc, ça, c'est la limite seigneuriale entre 2 seigneuries. Fait que Bélair, qui s'appelle Val-Bélair, si on veut aujourd'hui, ben, il y a comme 2 territoires. Les terres de Val-Saint-Michel, qui vont avoir le front sur le chemin, je peux me suis planté, ici. La maison est sur le front. La terre ben, va jusqu'à la fin de la limite seigneuriale. Tantôt, là, dans mes terres que je t'ai montré, 1755, le fond des terres, c'est à la limite seigneuriale. D'accord? Là où on coupe entre les 2 seigneuries. D'accord? Puis de l'autre bord du chemin, ben, c'était une autre seigneurie gérée par quelqu'un d'autre. Bon, Bélair va devenir éventuellement géré aussi par les Jésuites, là, mais c'est des rapaces foncières, les Jésuites à l'époque. En tout cas, ça veut dire que les 15 familles, il y avait la même longueur de terre ou la même largeur toute la gang? À peu près. À peu près, parce qu'on voit quand le chemin court bien. Du ballon à route de l'aéroport. Non. De Pionze à route d'aéroport. Parce qu'il y a plein d'autres rangs pour se rendre jusqu'au boulevard de la Colline. Comme ici, les terres, ici, elles sont nord-sud. Alors que les terres de Val-Saint-Michel, elles sont est-ouest. À un moment donné, ils tournent de bord. Sur Saint-Jacques, c'est la même affaire. Elles sont est-ouest. Le petit Saint-Antoine, la rue Saint-Antoine à Loretteville, autrefois, ça s'appelle Court-Métrage, elles sont nord-sud. Lormière, elles sont est-ouest. Nord-sud, au sud de la rue Racine. Les terres, des fois, changent de côté. Fait qu'il y a plusieurs rangs, plusieurs côtes. Si je reviens à l'instant, je ne vais pas aller go, mais tu vois, sur cette carte-là, on le voit bien ici. Hein, on a les terres est-ouest, 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 puis ici, on est au nord d'où on se trouve présentement, c'est des terres nord-sud. Elles virent de base, il n'y a pas de logique. On bourre des trous. Quand il y a des trous, on s'enligne dans les trous avec les limites seigneuriales. Quand il y a des rivières, on essaie de faire couper ça aux rivières. Autant. Si je prends les terres de mes grands-pères, il y a partait justement de la route de l'église, de la route d'aéroport, jusqu'à Duvallon.
Et traverser un petit peu. Petit ballon. Petit ballon. Petit ballon. Ah ouais, c'est ça, là. Ouais, là, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Du ballon, là, je commence à trouver ça loin. C'est ça que je voulais savoir. Des petits ballons. Petit ballon. Là, ça marche. Oui, là, ça marchait. C'était probablement eux autres, là, dans l'autre sens. D'accord? Ouais, c'est un autre côté. C'est ça. Ce petit ballon monte ici, là. Je ne me trompe pas en disant ça. C'est ça. Fait que c'est les terres est-ouest en haut, vers ce qu'on appelle la montagne ronde. C'est ça. C'est ça. Montagne ronde. C'est ça. Mario, Oui. la route de l'aéroport, Oui. Saint-Gérard, Oui. est-ce que c'était Saint-Michel? Non. Non, c'était l'autre côté. C'est l'autre bord. Fait que Val-Bélair, l'église de Val-Bélair, de Saint-Gérard, où on est allé l'année passée, n'est pas dans Seigneurie-Saint-Gabriel. Elle est de l'autre côté. C'est ça la nuance. Quand on descend à côte, on est dans le milieu des deux seigneuries. Oui? Saint-Michel, c'est créé, c'est pour en plus, ils ont créé le principe parce qu'à l'époque, avec Ballard, ils ont des taxes évidemment. Ils disaient que c'était trop cher de taxes. Maintenant, c'est le commerçant de Québec, parce qu'avant ça, c'était des résidences de Québec. Exact. Donc, à ce moment-là, lui, s'est dit, donc, sur vos pères, on va créer notre propre ville. Exact. C'est vraiment ça. Alors, c'est exactement comme ça, Dodo. Quand on crée Val-Saint-Michel, vous allez y venir éventuellement, le même concept qu'avec le secteur Château-d'Eau ici. Hein? On crée un lieu de villégiature. C'est un lieu de villégiature avec des rivières où on passe les étés. C'est des gens de Québec qui viennent passer les étés ici. Puis à un moment donné, ça devient une municipalité. Puis on s'organise dans une municipalité. Puis il y a des rivalités municipales de clochers ou de clochers d'hôtel de ville pour le paiement des taxes. Puis ben, c'est ça qui crée des municipalités différentes. Hein? On a tous géré ça en 2002 en fusionnant tout le monde. C'est-tu des campagnes qui ont fait ça dans Saint-Michel? Des cantons, Oui. C'est Charles. ben, il y avait plein de monde. Là, Non, mais c'est du monde de la ville. Oui, Oh, ouais, c'était exact. Ils ont donné l'église. Exact. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer, en fait, vous voyez là, Bernard, j'ai copié le travail de Bernard dans ma présentation. Ben, les 15 familles dont il était question tantôt avec les lots, là, Bernard, il les a ventilés sur le document. Alors, tu vois, là, je vais vous montrer tout là. Jean-Baptiste Savard, puis là, ben, il y a les autres membres, là, avec Émilie, Garneau, le cultivateur, le 324, François Savard, Philomène Drouin. Après ça, Narcisse Savard et Marie Brelès, qui sont cultivateurs. Bourgette Victor, Marie-Émilie Savard, ben des Savards. Des Savards débordaient de leur été, donc vous avez eu ça dans la façon. Allez, Lisa Savard. Arthur Martel avec Navita Savard, Étienne Lheureux, Jacques Daigle, tu des Daigle dans la salle? Je le savais! On est là pour vous autres, les Daigles. Alors, Jacques Daigle, Marie Martel, Jacques Lheureux, Valette Jean-Baptiste, François Xavier Fardeau, qui sont viol de tantôt, l'autre 286, etc., etc. Donc, on est capable de placer le monde à un moment précis sur la carte, puis de dire, ben, ultimement, tu sais, de savoir dans quelle maison vous habitez, puis qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Tu sais, on ne fait pas grand-chose à part être cultivateur. Essentiellement, oui, vas-y, pardon. C'est pour situer comme celui d'en bas, Joseph Fernando. C'était juste au nord de la ligne du Tour-Québec. Oui. Donc, Joseph Fernando, ici, hein, c'est tout près de la ligne du Haut-Québec. On a indiqué ici qu'il était cultivateur et meublier. Bon, meublier. Oui, vas-y, André. En voyant ça, ça m'intrigue. Oui. En avant de l'école Val-Joly, il y a une maison blanche ancienne qui a été protégée. Est-ce que c'est une des maisons d'origine qui serait à peu près l'eau 322? Bernard? Je ne sais pas quel lot. À peu près 322. Moi, j'étais à 323 où est-ce qu'il y avait le Canac avant. Florida Savard. De savoir, je ne sais pas. Ça serait Charles Savard, vous dites monsieur, alors? En tout cas, là, on est là 130 ans, là, fait que, il n'y a qu'une génération en tout ce monde-là. Ça peut être une des maisons d'origine. Ça pourrait, sûrement. Sûrement.
de la suite là, du document de Bernard. Donc, tu sais, des fois, là, on est capable de situer le monde, croiser ça avec un recensement, faire une carte, dire qui habitait où, et tout ça. Puis quand on devient bien habile, on se met à parler en l'eau. Là, quand on se met à parler en l'eau, là, on a atteint un niveau supérieur. Puis là, on se comprend, on est quelques-uns à se comprendre. Ah ouais, l'eau 616, ouais, moi c'est l'eau 616. Toi, ah ouais. Moi c'est l'eau 616, toi c'est 323. Toi c'est 323. Moi c'est 616. Alors, la municipalité de Val-Saint-Michel, ville de Val-Saint-Michel a été créée en 1933. Et en 1958, on a souligné le 25e anniversaire par un programme souvenir. Puis ben là, je ne t'ai pas présenté l'ensemble du programme souvenir. J'ai vu un film. Oui, sur le 1958. Wow. Alors, ben voilà, on connaît l'église de Val-Saint-Michel, bien sûr. Y a-t-il du monde ici, à soir, qui ont subi le baptême dans cette église-là? Subir. Quelques personnes, subir est un grand mot. Quelques personnes, wow, je suis content de voir ça. Mon père a participé à l'église. À fabriquer l'église. Ouais. Y a-t-il du monde ici, à soir, qui s'est marié dans cette église-là? Oh, quand même! Ouais, quand même! C'est bon, c'est bon! Je suis content de voir ça. C'est un beau moment. Là, je ne demanderai pas si OK! Alors, le comité d'honneur. Je ne t'ai pas mis toutes les pages du programme souvenir, là, mais quelques-unes pour mon plaisir à moi. Le comité d'honneur de 1958, il y avait d'abord, bien sûr, nul autre que le rayonnant, le soleil de l'époque, on va dire ça comme ça. Monseigneur Jean-Charles Dumas, curé de Loretteville. Bon, écoute bien, là, Société d'histoire. Tu sais, François, là, à Rome, il ne file pas, hein? Mais s'il était encore en vie, le curé Dumas de Loretteville, il serait sur la liste. OK? Pour succéder. Il rayonnait à ce point. Je ne l'ai pas connu. Bon, on m'en a parlé. Alors, il y avait aussi M. l'abbé Jules Aymon. Jules Aymon, mieux connu sous le nom de École. Curé de Saint-Jean-la-Gérard. L'abbé Pierre-Georges Aymon. Desservant de Val-Saint-Michel. C'est les frères. Il a quitté en 72. 72. Les frères Les frères Aymon dit Launay. Comme ça. C'est genre l'affaire qu'on aime entendre. Frère Aymon dit Launay. Il n'était pas frère, il était frère. Oui, il était frère. Oui, c'était deux frères. Les frères. Il n'aimait pas le monde. Ah ouais? Ah, OK. Alors, il y avait Émilien Rochette, qui était député du comté de Québec. Robert Lafrenière, qui était député de Québec Montmorency. Son honneur Télésphore Boissillon, maire de Val-Saint-Michel. Lionel Dion, président de la commission scolaire. Doyon, président de la commission scolaire. Charles Quentin, maire fondateur. Charles Dargaud, Victor Bourget, Madame Charles Savard, Madame Albert Savard, Madame Ludger Savard. Ils n'ont pas de nom. Ouais, c'est ça. Pas de nom. Et il y avait aussi Monsieur Arthur Bilodeau, père. C'est écrit père des derniers pionniers de Val-Saint-Michel. Ça me donne la main, mais c'est. Ensuite, dans le programme souvenir, il y avait une série de portraits. J'ai décidé de les montrer. Alors, en fait, c'est la Ligue des propriétaires de Val-Saint-Michel. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui est un enfant de quelqu'un là-dessus? Ah ouais! Je le savais. Vous autres, Michel? En bas à gauche. Ici?
la vigoureux. Ouais. Vous, monsieur? Vous? C'est mon père. Aussi? Oui, c'est mon frère. Ah, c'est bon. Vous, monsieur? Oui? C'est votre grand-père, oui. OK, on voit qu'il y a un gap de génération. Là. Ouais. Mais je le vois, là. Quand je le regarde, puis je vous regarde, je le vois. C'est bon, c'est bon. Donc, un paquet de membres, donc, était la Ligue des propriétaires de la Saint-Michel. Un genre de regroupement de M. Savard-Vincent. C'est une madame qui est là. Son nom est écrit. Oui, c'est Madame Roger Nadeau. Quelque chose comme ça. Je ne vois pas très bien, là. C'est un peu flou. Ah, pas de nom, là, l'église. Oui, mais c'est ça va. Avant l'église, moi, je t'appelle des filles. Oui. J'appelle des années 23, 23. Oui, ben, elle s'en vient, elle s'en vient. C'est ça, puis c'était. Ça s'est ramassé à un moment donné sous Bois-Trois-Lieux, la petite chapelle-là. Ils l'ont déménagé. Ça avait déménagé là. Où ce qui est actuellement l'accommodation pour avoir tout ça en arrière. OK. C'était pas les heures par an à l'époque. Pas Lidon, j'ai croisé ce nom-là dans mes. C'était spécial. Ah Je ouais, faisais bon. que avec mon père. Ah, Et après, à 2 heures du matin, je faisais ça. Le téléphone, ça me fait 30 coups. Une chance, vous l'avez pas. non. Et moi, je faisais qu'est-ce qu'il y a là. Alors, ici, là, je te l'ai mis parce que j'ai trouvé ça savoureux dans le programme de souvenir. Il y avait les deux candidats au titre de Miss Val-Saint-Michel. Là, je vais reposer la question. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de cette personne-là ici ce soir? Ah, oui? Je pense que Louise Bourget à gauche. Vous l'avez connue? non. Oui. C'est tout, je voulais dire. D'accord. Et à droite, il y a Mademoiselle Madeleine Bacon. Donc, en 1958. Pas loin de chez vous. La Maison Blanche, c'est celle-là qui est la plus décorée dans le temps de Noël. Ah ouais? Oui. Voilà. Alors, le nom de la gagnante sera reconnu le 25 septembre lors du comptage des revenus produits par les différentes organisations. Mademoiselle Madeleine Bacon est la fille de M. Patrick Bacon et Mademoiselle Louise Bourget est la fille de M. Delphis Bourget. Je ne sais pas qui a gagné. Désolé. Je m'attendais à avoir quelqu'un qui le saurait ce soir. Je suis un peu déçu, j'avoue. Alors, on a justement ici la première chapelle, on la voit dans le programme souvenir, de la mission de Val-Saint-Michel. Tantôt, on a vu le desservant, je pense, qui était indiqué par M. Longnévé. Alors, donc, avant qu'on construise l'église qui était sur le dessus du programme souvenir. Voilà. Une belle petite chapelle, mais pour 15 familles, ça devait faire, là, mais à un moment donné, voilà. Et là, je t'ai mis quelques découpures de journaux dans lesquels on voit l'indication de l'expression Saint-Michel. Alors, j'ai fouillé dans les journaux archivés du Québec, où on a tous les journaux qui ont été numérisés, dans lesquels on peut chercher par nom de personne, par mot-clé, etc., par date. Et là, je me suis rendu compte que l'expression Val-Saint-Michel a existé avant la municipalité de Val-Saint-Michel. Quand même, il faut le faire. Alors, on est parti de Concession Saint-Michel à Val-Saint-Michel avant que ça devienne la ville de Val-Saint-Michel. Alors ici, on s'est flou. Dans le petit journal du 22 février 1931, Mademoiselle Lucia Savard. C'est votre alors, je pense que c'est ma tante Lise aussi, hein? C'est la matante de plusieurs personnes. La matante de Madeleine ici. Alors, c'est la matante de plusieurs personnes.
Mademoiselle Lucia Savard de Val-Saint-Michel, comté de Québec, demande les paroles françaises de Dancing with Tears in My Eyes. Devrais-je, ça c'est une autre chanson, de Oui, tout est pour moi plus enchanteur, et de l'autre chanson, There, Three Little Words, ainsi que Among My Souvenirs et Should I Ride. Ouais, c'est ça. Et on en verra d'autres en échange. Alors, à l'époque, tu ne pouvais pas chercher les paroles d'une chanson sur Google. Tu payais une annonce dans le journal, tu demandais à quelqu'un qui t'les écrit, tu les envoyais par la poste, tout en avais en réserve, tu les envoyais à quelqu'un d'autre. Alors dites-moi, là, les neveux et nièces de Lucia Savard, est-ce que vous pensez que ma tante, elle a lu les paroles? Elle aurait eu juste 9 ans en 1931. Elle est née donc en 1922. Elle avait du front. Bien. Voilà. Alors, mais au-delà du fait que je savais que c'était la tante des personnes dans la salle, c'est pour ça que je l'ai mis. Je trouvais ça quand même intéressant de démontrer qu'avant 1933, au moment où on a créé la municipalité, qu'on utilisait déjà le toponyme Val-Saint-Michel. Et j'ai reculé un peu encore. Le Soleil, 16 août 1930. M. J-Jacques Boisseau est actuellement à Val-Saint-Michel, l'invité de M. Georges Beauchamp à la villa Les Beauchamps. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de ça, la villa des Beauchamps? Je ne sais pas c'est où, puis vous autres non plus. Mais c'est à Val-Saint-Michel. Hein? Je ne sais pas où. On pourrait questionner, on le trouverait peut-être un jour. Les anciens, c'est pas tout. Les anciens, c'est pas tout. Peut-être dans le banal. Sinon, ici, dans le Soleil, du 10 septembre 1927. Donc, j'ai reculé encore. 33, la municipalité. Le Croquet. La partie finale de Croquet pour le championnat de Québec a été jouée dimanche le 28 août dernier. Cette partie mettait aux prises les deux plus brillants joueurs de la Ligue de Croquet de Québec et du district, M. Joe Pichet, champion de l'an dernier, et joueur du club Montmartre, contre M. Gérard Savard, champion du Loretteville. M. Pichet a conservé son titre par un score de 13-12. M. Ulrich Boyer, publiciste de la compagnie Jean-Baptiste Renaud, et l'un de nos meilleurs amateurs de croquettes, a aussi remporté 2 belles victoires ces jours derniers en défendant son titre de champion du Val-Saint-Michel. D'abord contre M. Antonio Marcoux, marchand de nouveautés de la rue Saint-Jean et équipier de Val-Saint-Michel. Puis contre M. Arthur Gontier, M. Boyer a battu M. Marcoux par 8-2 et M. Gontier par 8-7. Il conserve donc définitivement son titre de champion au croquet du club Val-Saint-Michel. Là, avant votre question, je veux juste vous faire souligner qu'on a un champion à Val-Saint-Michel du croquet. On est parti de 15 familles à champion de croquet. C'est pas loin. Vous alliez dire, madame? De mon arrière-grand-père. Le frère de votre arrière-grand-mère. Monsieur, lequel déjà? Voyer. Voyer, oui, c'est ça. Donc, le champion. C'est vous. Vous avez. Dites-moi, vu que vous êtes la personne la plus susceptible de répondre à ma question, est-ce que vous savez où se jouait le croquet? Non. Vous savez où il habitait? Oui. Où était le club? On ne le sait pas. À suivre. Alors, peut-être que c'était. Merci, Denis.
Quelques photos aériennes maintenant. Alors, sur celle-là ici, c'est une photo de Pionze en 1937, donc c'est fourni par Bernard, avec j'ai dit que ça s'appelle Pionze depuis 1933, on l'a dit tantôt. Alors, il y a certaines indications là, mentionnées par Bernard sur la carte. D'abord, il y a la petite chapelle d'été ici, donc, dont on a parlé tantôt, qu'on a vu sur le programme souvenir. Donc, ouais, c'est ça, c'est à peu près où passe Montaut-Vieux. Donc, on voit ici la vue un petit peu en haut, Montaut-Vieux. Comme ça. Après ça, devant, nous indiqué la distillerie Charles Savard, un peu plus haut dans la courbe. La ferme d'Albert Savard, et plus au nord encore, la petite école de vent. Alors, si vous avez des choses à nous dire, des anecdotes ou des choses que vous voyez, vous pourriez nous préciser sur cette image-là, qui est quand même exceptionnelle. Oui, madame? Je suis née à côté de l'école de Rennes. Vous êtes née à côté de l'école de Rennes? Oui. Dans une maison? Oui. Oui. Votre mère s'appelle pas Émilie Bordelot? Non. Ouais, ok, c'est bon. Êtes-vous allé à l'école, à cette école-là? Non, Et c'était j'ai elle? avant. Oui, mais j'ai commencé à Hélène des Anges. Ok, donc vos frères sont allés dans cette petite école-là? Oui. Wow! Madame? Elle aussi, je suis allée, moi. Vous êtes allé dans cette école-là? Ouais. Comment c'était dans l'école? Vous aussi? Vous aussi? Comment c'était dans l'école? Oui. Oui. Un point là-bas. OK. Puis là, vous étiez toutes les... Elle faisait toutes les années. Plus vous étiez jeune, plus vous étiez vers la base. Vous avez commencé là en première année jusqu'à la fin. Non, vous êtes parti. OK. Wow. Un beau témoignage. Merci. Oui, Michel. Il y avait une petite maison aussi à côté, ça avait été construit en 1905. OK, juste à côté ici, on a la distance là. Super. Merci beaucoup, Michel. Ça va? Belle photo quand même. Allez-y, madame, vous aussi. Sur les mots aujourd'hui, la petite école était où? C'est là que j'ai besoin de Bernard. Enseignement, la petite école. OK, juste à l'entrée. C'est bon. J'avais dit que je n'étais pas mort, mais j'ai besoin de vous autres. Merci. OK. Super. Les prochaines photos. Oups, j'ai pas fait la bonne affaire. Alors, vers 1940, on a une photo colorisée là, où on voit avec la flèche la maison du 1760 Pionze. Donc, on voit le lac aussi dont on va parler dans les photos suivantes, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un lac artificiel, là, si je ne me trompe pas. Là, c'est ça. Puis, ben, voilà. Alors, le 1760, là, on ne le voit pas très bien sur la photo, là, mais c'est une maison relativement ancienne, là, avec une grosse lucarne sur le toit. Alors qu'on voit ici, là, cette maison-là, là, sur Pionze. C'est la gauche, bien sûr. Donc, on est près là, du lac, là, si on veut, avec cette maison. Ça va? Alors, prochaine photo, on voit très bien ici une autre vue là, du chemin vers le nord, là, ainsi que le lac à gauche, à l'ouest. Donc, c'est vers 1940 encore une fois. Donc, on voit la chapelle encore une fois ici. Là. Puis, le chemin qui court là, vers la droite, dans le nord. Ça va? La dame. Alors, on le voit ici également, dans le 1950-60.
Laquelle, à gauche ou à droite? Ça va? Prochaine, on la voit également ici. On l'appelait sur cette carte postale ancienne, on l'appelait le lac Val-Saint-Michel. Donc, avec la chapelle, encore une fois, là, on voit de dos. Là, La maison blanche, on voit en bas. non, on n'enterrait pas là, je pense. La maison ici, Michel, tu parlais? Quelqu'un a dit la maison blanche? Donc, complètement en bas à gauche, c'est peut-être des est ça aujourd'hui? Non, c'est plus loin. Plus à gauche. La maison en bas à gauche, c'est le centre-ville Beaulieu qui est là maintenant. C'est en haut. C'est le centre-ville Beaulieu qui est là maintenant. Actuellement. Dans 5 Saint-Jérémy Carrier. Alors, on a ici, en fait, là, je ne serais pas capable de tout vous lire ça, là, mais quelques photos avec une information autour du carnaval, le carnaval de Val-Saint-Michel en 1961. Puis là, bon là, il y a, je vous préviens pour la prochaine photo, là, faites attention, on pourrait un peu avoir peur. Là. Une photo là, du carnaval de Val-Saint-Michel en 1961. Alors ici, là, avec le et les bonhommes carnaval, qui fait un peu peur. Oui, dans le fond, là, c'est long. C'est ça. Ça peut être un faux star de film d'horreur tout le monde. Certainement. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport. Oui, allez-y, madame. Moi, je vais parler de la tête du bonhomme carnaval. Laquelle, celle de gauche, celle de droite? Oui. C'est une personne de la rue Aymon, qui était de la route des Chalets avant, qui l'a imaginé et qui l'a fait. C'est vrai? Monsieur Thériault. Ah ouais? Pas des saucisses. Benoît Thériault. Wow! Est-ce que ça doit plus exister, là? Il est décédé, ses filles habitent presque tous. C'est en 2020. OK, mais la taille, le costume. C'est toujours le même costume. Oui. Ils l'ont amélioré avec les années. Oui. Ils ont toujours gardé le même style. C'est bon. Hey, merci pour l'information, c'est génial. Très bien. On va vous donner un rabais sur votre membership. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous reconnaissez sur cette photo? Monsieur Belchamp. Avec là-dessus, Jean-Paul Tremblay. Jean-Paul Tremblay. Jean-Paul Mercier. Ah oui, Jean-Marc Maurice. Huguette Les Tourneaux. Oui. Oui, et en blanc. Vous avez vu le bonhomme carnaval, c'est Mme Morel. Madame Morel. Mme Morel, et puis des enfants de la Madame, celui qui est à cet étage-là complètement avec des gants, non, à droite complètement, c'est une Archambault. Christiane Archambault. Christiane Archambault. Oui. Les autres, ben moi, je les connais pas. C'est comment qu'on fait, ça? Elle était capable de s'identifier. C'est 1961. Ah oui, oui, ben, on viendra le dire à Bernard et à Hugo tantôt. Les noms, on va les prendre en note. Alors, je ne sais pas si c'est à peu près le même monde, plus ou moins. C'est de l'autre côté. C'est l'autre côté, oui, oui, vous avez raison. En avant, c'est Richard. Jean-Louis Tremblay. Alors, on dit ici que c'est Jean-Louis Tremblay. Voilà. Alors, la prochaine, c'est une surprise, personne ne l'a vu, même pas Bernard, qui m'a été un grand fournisseur d'informations pour la présentation de ce soir. C'est, sachant que nous faisons une présentation
sur Val-Saint-Michel, notre ancien collègue du conseil d'administration, Charles Breton-Deval, m'a envoyé un petit quelque chose de sa collection personnelle. Ceux qui l'ont connu, Charles collectionne. Il essaye de moins collectionner, mais il collectionne. Alors, il m'a envoyé ici un carton d'allumettes d'avant 1948 de R. Bacon. On en a parlé tantôt, hein? Épicier et restaurateur à Val-Saint-Michel. Téléphone 612 S.15. Sonné 15. Ah oui, merci bien. Alors, je ne sais pas c'était où ça, le restaurant Bacon. Bacon, restaurant. Probablement l'épicerie Germain qui a déjà été épicerie de Lance. C'était Diobé. Et là, lui, il dit que le carton date d'avant 1948. C'est ça, ouais. Ça serait à valider. J'ai beaucoup d'artefacts de Val-Saint-Michel, j'avais plein de temps passé. On est ouvert à des prêts. Alors ensuite, je vais vous raconter l'histoire d'un accident terrible qui s'est déroulé le 22 février 1918 près du chemin de fer à la gare Saint-Michel, parce qu'il y avait une gare du train le long du chemin de fer, près de Montaut-Vieux. Alors, donc, une dame et son enfant ont été tués le 22 février 1918, frappés par le train. Alors, la mère et le fils tués hier soir par un convoi près de Lorette. Évidemment, tu sais, nous autres ici à la Haute-Saint-Charles, on a beaucoup de difficultés à se dire où c'est qu'on est. Hein? Quand dans le doute, on dit près de Lorette, même si c'est pas si près que ça. On a ici un dessin, une représentation par un artiste du soleil de ce qu'aurait pu être l'événement. D'accord? Alors, c'est un artiste à l'époque, on n'avait pas des photographes avec des cellulaires qui avaient photographié et tout. C'était indiqué en dessous 5 du terrain d'accident hier soir à Saint-Michel, non loin de la ville, tel que reconstitué par un artiste du soleil. Alors, ce qui s'est déroulé, épouvantable accident de chemin de fer dans la soirée d'hier à la gare de Saint-Michel. Madame Gabrielle Hamel et son petit garçon se font tuer par un convoi de Québec et Lac-Saint-Jean. L'enfant fut décapité. Ouais. Bon, là, si tu es venu la dernière fois que j'ai fait une présentation, il y a un mois, c'était le 5 mars, si je me souviens bien. Eh bien, je t'ai raconté l'histoire de quelqu'un d'autre qui s'est fait décapiter. Alors, c'est pas. C'est un hasard, d'accord? C'est un hasard. Si on décapite, c'est un accident. Comme quoi? Alors, un épouvantable accident du chemin de fer s'est produit hier soir près de la petite gare de Saint-Michel, en haut de Saint-Jean-Magela. On m'a dit que la gare de Saint-Michel, c'était un petit cabanon, pas très grand, pas chauffé, pas fermé. C'était un arrêt d'autobus, essentiellement. Oui, quand vous prenez la piste stable, vous avez monté au lieu, il y a une déviation, c'était là. C'était là qu'il y avait la gare, on voit que c'était pas gros, on voit le terrain. Ah ouais. C'est là qu'il y a la petite gare. Donc, non loin de la petite gare de Saint-Michel, en haut de Saint-Jean-Magela, une femme et son petit garçon ont été tués raides par le convoi régulier du Québec et Lac-Saint-Jean, qui passe à cet endroit vers 6 heures tous les jours, descendant de Chicoutimi. Hier soir, le train était d'environ 1 heure en retard et ce doit être vers cette heure-là que l'accident est arrivé. Les victimes, Mme Gabrielle Hamel, née Delia Renaud, fille de feu Pierre Renaud de Charlebourg-Ouest, et son petit garçon, âgé d'environ 7 ans, allait prendre un train pour aller passer la journée d'aujourd'hui chez la sœur de Mme Hamel à Charlebourg-Ouest. Mme Hamel avait coutume d'aller passer la journée du samedi chez sa sœur Mlle Renaud à Charlebourg-Ouest. Mais cette semaine, elle décida d'y aller pour le vendredi et hier soir, elle se rendit à la petite gare de Saint-Michel pour prendre le train qui descendait de Chicoutimi. Un train, hier soir, était en retard. Et plutôt que d'attendre 1 heure, peut-être 2, dans la gare qui n'a pas d'agent et qui n'est pas chauffée, Mme Hamel alla chez M. Langevin,
qui demeure en face de la station, de l'autre côté de la voie. Tu vois que c'est pas mal à jouer, là. À un moment donné, Mme Annelle a entendu crier le sifflet du train qui approchait, et prenant son petit garçon par la main, elle courut vers la station. Elle était obligée de traverser la voie pour aller sur le quai de la gare, et on croise qu'elle calcula mal la distance et elle alla se jeter sur la voie juste en face du train. L'enfant fut décapité. Personne ne semble avoir eu connaissance de l'accident. Le train n'arrêta pas à la petite gare de Saint-Michel, et ce n'est qu'une couple d'heures plus tard que la macabre découverte fut faite par M. Gaudios d'Aigle, postillon conducteur de la malle rurale, transporteur de lettres, de fil Internet, essentiellement. Le réseau, le Wi-Fi. M. Dex s'en allait au petit train de son cheval, car en traversant la voie ferrée à Saint-Michel, il crut voir un paquet noir sur la voie. Il crut qu'un colis était tombé du train, qui était passé dans la soirée et, s'approchant, fut stupéfait d'horreur en constatant que c'était le corps d'un enfant décapité. Il chercha plus loin et découvrit la tête, qui avait roulé en bas du remblai et était à demi enterrée sur la neige. Je suis désolé. Il courut chez M. Langevin faire part de son épouvantable trouvaille et là, on lui dit qu'il devrait y avoir un autre cadavre sur la voie vu que Mme Annelle était avec son petit garçon. On n'eut pas à chercher longtemps. En effet, pour trouver le corps de la malheureuse femme, il avait été projeté plus loin que celui de son bambin sur le bord du remblai. L'enquête du coroner. La défunte était âgée d'environ 45 ans et l'enfant qui a succombé avec elle environ 7 ans. La pauvre femme laisse un mari éploré, M. Gabriel Annelle, cultivateur à Saint-Gérard, une petite fille de 5 ans, à part d'un frère et d'une sœur qui demeurent sur le bien paternel à Charles-Beauouest. Le corps a été transporté à la résidence de M. Annelle. À Saint-Gérard, le corps d'Angélica tiendra une enquête demain matin à 8 heures. Ça veut dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas de signalisation vis-à-vis des passages à niveau. Visiblement, ça n'a pas existé. C'est l'électricité, c'est trop complexe. Visiblement pas. Probablement pas. Ben, sûrement qu'il y a eu bien des accidents et qu'il y a un moment donné. Ça parlait de la course. À l'époque, il utilisait le terme Atalante. Saint-Gérard, Magellan, Atalante. Oui. C'est quoi Atalante? C'est un navire de guerre. Exact. 1760 dans le coin de Neuville. Parce qu'il y a eu plusieurs Saint-Gérard au Québec. C'est ça, mais il identifiait la force avec le mot Atalante. Wow. Comme Saint-Émile, à côté, il appelait ça Saint-Émile-Martyr. Pour le distinguer de Saint-Émile de Suffolk et autres Saint-Émile au Québec. Oui. Val-Rose. Oui, ça me dit quoi, ça? Mais c'était plus vers Ouais, c'est ça. La gare. Ouais. Mais c'était plus vers l'Atlantique. Valrose, c'était aux industries de l'Atlantique. Ouais. L'actionnaire de l'Atlantique. C'est ça. C'était Valrose. Donc, c'est deux gares distinctes. Alors, on a ici, là, Bernard avait dans ses choses la carte funéraire des deux malheureux décédés dans cet accident. Alors, Mme Zélia Renaud, épouse de Sieur Gabriel Annelle, décédée accidentellement à Saint-Jean-Magellan. On dit Saint-Jean-Magellan parce que c'était pas encore Val-Saint-Michel qui n'était pas encore créé, qui faisait partie du territoire de Saint-Gérard. Le 21 février 1918, à l'âge de 46 ans, et Lucien Annelle, fils bien-aimé de Sieur Gabriel Annelle, décédé accidentellement à Saint-Gérard le 21 février 1918, à l'âge de 6 ans et 5 mois. C'est au-dessus de la rue Baudard. Bernard, Non, il restait En face de chez les grands-parents. en face du lot 300, en face du lot 313. en face du lot 313. En face de Chelbert. Comment? Les grands-parents prennent soin de la petite fille parce que la petite fille. Oui. Lucienne avait. Oui. Les grands-parents ont pris soin.
C'est chez vous qu'il y avait. Ah ouais. Wow. La chante histoire. Il en parlait-tu encore de cet accident-là? Non, mais j'ai des photos. Ouais. Triste. Oui. Je vais juste faire une parenthèse. 1918, vous savez que c'était la grippe espagnole. Donc, il y avait des battants qui avaient appogné la grippe espagnole. Ben, c'est que ce qui l'a sauvé, c'était le gin. C'était le quoi? C'était le gin. Le gin. Ah, c'est ça. Bon, comme disait Richard Desjardins, tant qu'il y aura des fruits, il y aura de l'alcool. Tant que je suis en vie, il y aura des alcools. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Puis ben là, je ne pouvais pas m'empêcher de créer la commotion en présentant l'image suivante. Puis là, ben, je vais essayer de retenir la foule, là, mais. La petite maison, oui. C'est ça l'école. C'est ça l'école. C'est l'école! Mais quand Wow! Bon! Es-tu encore là, l'école? Oui. Ah oui? Il y a une ancienne école. Oui. Wow! Est-ce que vous avez des affaires à nous raconter sur la piste de C'est pas moi qui va vous le compter, c'est ce monsieur-là qui m'avait dit tantôt qu'il a poursuivi. Il a couru en 8. Vous avez couru là, monsieur Roy, vous? Pas en 8, mais en tout cas, vous avez couru là-bas. Vous avez déjà piloté là-dessus? Deux cours. Hey, je savais pas ça, vous n'aviez jamais dit ça, je suis content de le savoir. Wow! Quelle chance vous conduisez là-dessus? Gérard Beauchamp, le chef. Oui. Je pense qu'il a pas de chef, puis je remplaçais pour la polo de l'or. C'est un grand chef de Félix Texas Bélanger. Félix Texas Bélanger. Ah ouais? Chevrolet. Wow, merci, M. Roy, pour cette anecdote. On va aller là, je vais revenir vers vous dans un instant. Texas, c'était spécial. On s'en vient. Lui, il se mettait un sapin sur le top, puis il courait à l'envers. Avec un sapin sur le dessus du char. Il y avait aussi les Yann Travers à l'époque. Les sauts au-dessus des autobus. Les sauts. En-dessous de 2 autobus. On est en perte de contrôle. L'autre, M. Savard, on va revenir en avant, puis on va aller se terrain. Vous avez vendu votre terrain à des autres. Ah, OK. À un moment donné, il y avait eu une grosse course. Il y avait un émeute. Il y a eu une émeute. Oui. Ils ont tous brisé les bancs. Ce que vous voyez à l'entrée, les petites cabanes à l'entrée, le monde se sont mis, ils ont tiré ça à terre. Ils ont tous brisé, ils montaient dans les poteaux avec les haut-parleurs, avec des bouteilles, ils brisaient tout. Et j'ai vendu par après, moi, oui, il avait arraché des madriers, oui, après dans l'estrade. Ça faisait un bout que je vendais, puis il me restait rien que de l'argent, donc là, je n'y ai pas pensé, je suis assis. J'ai tombé direct en bas. J'ai sorti dans le bas. T'es chanceux, je n'ai pas tombé sur un département. Le dernier restait en haut, mais moi, j'ai descendu. Dites-moi, là, moi, ce qui m'intrigue, c'est quelle était la cause de l'émeute? Ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas présenté la course, mais ils ne voulaient plus rembourser le monde. Ah! C'est ça, Je comprends. Je comprends. Ça, puis donner un coup de poing dans le bide. Maurice Richard, c'est pareil. Wow. C'est notre Maurice Richard de Monsieur Roy, allez-y encore. Texas Bélanger ici. On veut parler de Texas Bélanger. Il y avait l'auberge du Cheval Blanc à Saint-Charles. Texas Bélanger. Vous voyez, j'ai quelques noms même que j'ai ramassés à travers les années. Hein?
Pitts Verrette, Pitts Jornoche, mais Texas mélangé, je ne l'avais pas. Je vais le ramener. Là. On faisait même des tacos. Oui. Là, ça nous influençait, ces courses-là. Oui. On tenait Félix Mélanger, on mettait le numéro. Là, ben, oui, pour faire mon faire-faire, il y a un de mes amis, il avait mis un adrier, on le faisait sauter le taco, puis moi, je me cachais en dessous, tu sais, pour faire comme des gars, des head grabbers. C'était parti. On avait comme Jack de ça. Monsieur, vous voulez dire? Moi, j'ai assisté au premier tour. Le premier tour. La première voiture que j'ai embarquée. Wow, je me rappelle pas ce qu'il y avait. Un gars de Montréal qui avait une bottine. On appelle ça une bottine. Une bottine. C'était là, comment faire? C'était le matin. Il y avait des spectateurs, il était venu pour essayer. Essayer la piste. Mais avant votre question, M. Verret, comment qu'on faisait pour vivre dans cette maison-là? Vous faisiez votre possible. Parce que le monde de Loretteville, si on entendait le bruit jusqu'à Loretteville, c'est terrible. Allez-y. Autour de la maison. On a ça 25 cents. Et on remplisait tout son terrain. Tout le monde pouvait sortir plus vite à la fin. Donc, le monde. Quand le monde sortait des courses. Oui, C'était dangereux sur le monde. Non, sérieux, c'était. Il y avait tout sur l'original du Stanford. Là, après ça, il descendait, il tombait tout en bas du détour de la mort à Saint-Paul. Le monde était chaud. Ouais. Alors, il y avait M. Verrette, après, il y avait Francine. M. Verrette. Oui. Oui. Dans son bout de 57. Il en avait tellement de pour aller jouer le dos, parce qu'on a un groupe. Il a fait Maxime arrière, on se laissait en arrière à droite. Puis ça roulait tellement que quand je suis retourné, j'ai tellement pas long pour Francine? C'était dangereux quand les gens sortaient. Alors, moi, j'habitais sur la rue Racine. Puis le dimanche, quand il y avait des courses, ma mère elle disait on ne se promène pas sur la rue Racine pour que ça ne soit même pas sur la galerie en avant. Parce que le monde descendait en fou, là. C'était loin, là. C'est loin, mais le monde était, comme vous avez dit, on va monter par l'avant. Monsieur derrière. Oui. S'il y a d'autres photos, vous allez voir qu'il y a des grandes estrades, il y a beaucoup de bières qui se ramassent en dessous de cette estrade. Pour l'alimenter, c'était des galeries. Souvent, c'était des galeries qui remontaient. Oui. Pas loin de chez nous. Il arrivait avec des poches bien pleines de bouteilles de bière. Ça. Je repense à ça, c'était 2 cents de la bouteille. Les chips, c'était 5 cents à l'époque. Une crème glacée, c'était 10 cents. Regarde, ça ne prenait pas beaucoup de bouteilles pour avoir un chip, de la liqueur. Ouais, c'était pas mal. Aujourd'hui, c'est plus 25 Il y avait une madame avec la main. C'est vous, madame, allez-y. Madame du Rocket. Oui, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a un projet. Moi, j'habite là. Si vous mettez votre doigt en haut complètement à droite, non plus haut que ça. Moi, j'habite dans le fond, qui était probablement la dompe. Oui, la réserve. Puis derrière, il y a la rivière. Il y a encore des carcases d'auto. Ah ouais, c'est ça. Il faut y aller. Il y a quelques années, on a creusé un terrain pour installer un bassin pour trouver plein de pièces d'auto. Oui, je parlerai à Thomas tantôt, je pense que c'est la chose. Alors, M. Savard, il y avait M. Pelchat, on s'en vient vers l'avant. Pour spécifier que la petite course n'était pas à la Saint-Michel. Elle faisait partie du territoire de Saint-Gérard. Elle était dans Saint-Gérard. Oui, c'est ça. La petite école qui est en bas, c'était la commission scolaire de Saint-Gérard. OK. C'était pas la commission scolaire de la Saint-Michel. Non.
Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on a détaché Val-Saint-Michel, il y a du monde qui voulait être dans Val-Saint-Michel, puis d'autres monde dans Saint-Gérard. Fait qu'on n'a pas fait une belle ligne droite. On a inclus des inclus enclavés. C'est exactement la même affaire qu'on a fait dans Châteauneuf, quand Châteauneuf s'est séparé. Il y a des maisons à Châteauneuf, puis là, tu as le village Géron à côté, puis c'est la même affaire. Et là, quelqu'un n'est pas d'ici, il ne sait pas il est où, là. Il est où, là, je ne sais pas, Ouais, c'est bien, merci pour la précision, M. Pelchon, M. Savard. Madame, j'ai participé à l'enfouissement parce que quand on était jeune, on allait aller voir les vieilles autos qui étaient scrap, qui étaient sorties sur le côté. Oui. Puis on se ramassait à des routes de char, on s'essayait sur nous. Vous faisiez du paddleboard. Oui, oui. Pourquoi? Mais merci. Non, allez-y. Monsieur Brière. Monsieur Brière. La maison qui était le propriétaire du restaurant en dessous de la piste. Oui. Ceux qu'on nous en allait chercher des émissions, on la vendait. Oui. La maison qui était propriétaire. Dites-moi, ça a couru là jusqu'en quelle année? Il me semble que j'ai des vagues souvenirs quand moi j'étais jeune. Moi, je suis en modèle 73. 83, ouais, c'est ça. 86. 86, ça doit être à peu près à 88, 88. 88, on dit ici. 88. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de place, ça ramassait 3-4 000 personnes. 3-4 000! Wow! Wow! 3-4 000! Je suis quand même impressionné. 3 fois. Wow! Là, à un moment donné, on a fait une courbe dans le milieu pour que ça fasse un 8. Hein? Là, un 8, a priori, là, tout le monde comprend bien qu'à un moment donné, les chars se croisent. Hein? C'est ça. La première course en 8, oui. Le pit au centre, il n'était pas protégé. Ah. Les gars, ils étaient chauds. Ouais. Là, ça se rentrait dedans. Là, il y avait des blessés, mais c'est qu'à un moment donné, ils ont dû mettre plein de gros tailleurs, plein de ciment pour protéger. Ça fait 5 $. Faut courir. Faut courir. Ben, Thomas, dedans, demande si est-ce qu'il y a eu des décès? Non? C'est correct. C'est bleu. Un nommé Charbonneau ici? Il y avait 16 ans. Il n'est pas décédé, mais il est handicapé. 16 ans. À un moment donné, le char a ouvert, je m'en rappelle un peu. Puis là, on voyait quelqu'un rouler à terre, on pensait que c'était un papier. C'est expérimentement lui. L'ambulance était proche. Il y a pris d'autres gars, Eh bon, hein? Écoutez, je vous présente en fait, à la suite de cette introduction à Val-Saint-Michel. Ouais, ben, introduction dans le sens, j'ai fini, mais on l'aurait pour encore longtemps parce que je voulais vous entendre, puis vous avez bien participé, je vous félicite. Vous avez un verre dans votre cahier, tout le monde, pour ce soir. Mais je voulais vous présenter mes sources. Certainement ce soir, moi-même, je me suis auto-référencé en utilisant ma propre compilation. Je trouvais que ça avait l'air savant. Ma propre compilation des actes de condition dans le des inédit, dans le sens que ça n'a pas été publié. Ensuite, j'ai utilisé BANQ, cartes et plans. J'ai 1 million d'affaires là-dessus, allez vous amuser là-dessus. BANQ Ad Vitam, qui est le site des Archives nationales du Québec. On trouve énormément d'archives. La carte de M. Planté à Souza. BANQ, les journaux archivés du Québec. Les collections personnelles de Bernard Poirier. Merci Bernard encore une fois, qui a à peu près fait tout le travail. Merci Bernard. Il est même venu me porter ça chez nous. Et 6, la collection personnelle de Charles Breton-Deneul, que je remercie à distance s'il m'écoute, bien sûr. Et je vous rappelle 2 petites choses avant de vous laisser partir.
lentement. En 8. On va ramasser les chaises en faisant les 8 tantôt. OK, tout le monde? C'est un papier qui roule, on va se demander qu'est-ce qui se passe. Il nous reste un mercredi de l'histoire à la fin de la saison, donc au mois de mai, là, qui tombe, je ne sais plus quel jour en mai, le premier mercredi de mai, là, mais le 4, là, je ne m'en souviens plus. Donc le premier mercredi de mai, il sera question à ce moment-là de territoire qu'on n'a jamais couvert, le petit Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est la rue Saint-Antoine qui s'appelle la rue du court-métrage aujourd'hui, dans la partie est de Loretteville, de l'autre côté de la rivière. Mon frère Guy veut parler. 6 mai, merci beaucoup. Alors donc, la rue qui s'appelle aujourd'hui court-métrage de le petit Saint-Antoine, voilà, qui est au nord des terrains de Saint-Jean. Puis, je me permets aussi de vous informer d'une chose qu'on a faite à la Société d'histoire. C'est que nous avons procédé à une demande de classement. Alors, c'est public. Nous avons fait une demande de classement, en fait, du terrain et de la résidence des Ursulines de Loretteville auprès du ministère de la Culture du Québec, afin que ce terrain-là et la bâtisse dessus construite soient protégés éternellement par le gouvernement du Québec. Les Ursulines sont de plus en plus âgées, et il y en a de moins en moins, vous le comprenez. Elles ont mis fin à la mission d'éducation de l'école des Ursulines de Loretteville il y a 2-3 ans environ. C'est-tu à cause du pont? Parce qu'il y avait un pont qui était décédé. La raison officielle, c'est le chemin, la petite ruelle qui mène à l'école, qui prend dans la courbe de la Racine, là, juste avant le Belvédère, qui serait instable, là, c'est en sédiment, là, ce côté-là. Ça peut s'effriter. Mais il y a autre chose là, dans le sens où c'est un immense terrain. Puis, juste pour vous raconter rapidement l'histoire de ce terrain-là, en 1941, Alma Stewart, qui était mariée avec Francis McLennan, qui était un couple qui avait acquis ce terrain-là des parents de Alma Stewart, Andrew Stewart, qui avait cette terre-là antérieurement. Alma Stewart était aussi la petite-fille de Philippe Aubert de Gaspé, le seigneur de Saint-Jean-Pont-Joli. Et elle avait été éduquée aux Ursulines à Québec. Et lorsque son mari, en 1913, a pris possession, en fait, par elle, on va dire ça comme ça, et ont fait construire le manoir en 1913, bien, ils y ont habité, probablement en villégiature, toute une villégiature, mais quand même. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Et lorsqu'elle est morte en 1926, évidemment, c'est son mari qui en a hérité, et lui, quand il meurt en 1941, il donne aux Ursulines de Québec la maison et le terrain en entier. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, les Ursulines s'installent à Loretteville à partir de 1941 pour faire l'école. Et ça a été une école jusqu'à il y a 2-3 ans. Alors, ce terrain-là a une histoire exceptionnelle. On pourrait remonter antérieurement au Stewart. Mais ce terrain-là a une histoire exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une demande de classement. On se croise les doigts, d'une part. D'autre part, je vous dirais que si ça marche, ce serait seulement le deuxième bâtiment dans l'ensemble du territoire de la Haute-Saint-Charles qui serait préservé par le gouvernement du Québec. Il n'y a que la maison Savard dans le bas de la rue Giroux qui l'est. Sur l'ensemble de notre immense arrondissement de la Haute-Saint-Charles, il n'y a qu'une seule bâtisse, un seul bâtiment, une seule maison qui est protégée par le ministère. Ici à Loretteville, en bas de la rue Giroux. En bas de la rue Giroux. C'est la seule. Alors, je vous informe de ça. Si vous avez de l'influence quelconque, vous pouvez nous appuyer dans un organisme, quelque chose comme ça, en nous envoyant une lettre d'appui au courriel de la Société d'histoire, ça nous fera plaisir. On transmet ça au ministère, puis ça fait un appui supplémentaire. Alors, je donnerai les nouvelles quand on en aura, mais le processus est long. Mais on a confiance qu'on va gagner une protection sur cette belle maison. Oui, une question? Oui. Vous n'aviez pas dit que l'église de Saint-Michel a été renforcée à cause du rapport, à cause des vagues, je pense? Non, je n'ai pas dit ça. On va renforcer les petits.
De chaque côté, il y avait du béton. À l'intérieur, ils ont mis des petites portes. Enfin, ah ouais. Merci pour l'information. Alors, je vous remercie tout le monde et tous pour vos anecdotes savoureuses. Puis, je vous... merci beaucoup à vous autres.